c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go, Salon de la création et de la reprise d'entreprise, 11e édition. Vous avez choisi une structure juridique pour exercer votre activité et donc cela implique un statut social pour le dirigeant de l'entreprise. Alors, comment protéger au mieux votre statut? Comment sécuriser au mieux vos revenus en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité pour maintenir votre niveau de vie et celui de vos proches? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser. Maternité, accident du travail, êtes-vous bien protégé? Nous allons découvrir tout cela ensemble grâce à l'intervention de Madame Karine Mansuy de Acoris Mutuelle qui est avec nous et que je remercie vivement. Et bien sûr, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Alors, vous verrez, il s'agit des deux petites bulles avec le point d'interrogation. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention et nous les traiterons bien sûr à la fin de cette intervention. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Karine Mansuy. Eh bien, écoutez, Karine, c'est à vous. Merci, Carole. Donc, effectivement, nous allons aborder le sujet de la maternité, de l'accident du travail, mais plus globalement, en fait, de l'impossibilité pour le chef d'entreprise de se rendre sur son activité pour toute raison de santé ou de maternité ou de paternité également. Et donc, l'objectif, c'est de comprendre comment vous allez être couvert au niveau de vos revenus. Alors, quand on est indépendant, c'est vrai qu'il vaut mieux être prévoyant parce que personne n'organisera autre que vous, finalement, votre protection sociale. Un salarié, il a la grande chance que toute sa protection sociale est organisée par son employeur, qui a même cette obligation, ça pèse sur lui, de mettre en place la mutuelle obligatoire d'entreprise, mais de mettre en place aussi un contrat maintien du revenu en cas d'arrêt de travail pour compléter finalement ce que verse la sécurité sociale, qui n'assure pas jamais 100% du revenu d'une personne. Quand on se met à son compte, et quel que soit finalement le choix de son statut juridique, il va falloir remettre en place une protection sociale complémentaire et notamment pour le risque perte de revenus. Alors, de quoi du coup parle-t-on? On va regarder ça ensemble. Alors, on a déjà deux situations, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, et qui va être fonction finalement d'une part du statut juridique que vous allez choisir, mais également de nombre de parts, par exemple en SARL que vous allez apporter, ou aussi de votre fonction, gérant, pas gérant dans une SARL. Mais la plupart du temps, ça va être assez simple. Si je prends par exemple le cas de la micro-entreprise, le cas de l'entrepreneur individuel au régime réel, le cas de celui qui va se mettre en EURL ou en SARL, gérant majoritaire ou dans un collège de gérance majoritaire, vous allez être sous la protection sociale du travailleur non salarié. Et donc, toutes vos garanties vont être fonction de cette catégorie de travailleurs non salariés. Sous cette grande catégorie, il y a quand même aussi quelque chose qui est spécifique, c'est la micro-entreprise qui ne fonctionne pas tout à fait comme les autres régimes, même si il est bien sous la protection sociale du travailleur non salarié. Et puis de l'autre côté, vous voyez ce qui est assimilé salarié. Donc on considère comme de l'assimilé salarié souvent cadre, les experts comptables vous mettront comme cadre au niveau de la protection sociale. Donc là, on va retrouver principalement toutes les personnes qui vont se mettre en SAS et SASU, mais pas seulement, comme je vous le disais, ça peut être aussi des personnes qui sont en SARL. Par exemple, quelqu'un qui est dans une SARL, mais qui n'a pas pris la gérance, donc qui a apporté des parts dans la société, mais qui n'a pas pris la gérance, lui va être assimilé salarié, contre son associé qui est gérant et qui a une majorité des parts, lui va être dans la protection sociale des travailleurs non salariés. Donc, il faut déjà savoir effectivement dans quelle protection sociale, catégorie 1 ou catégorie 2, je vais être, parce qu'il y a des différences quand même sur les prestations proposées. Alors, elles sont mineures, mais il y en a quand même. Et puis, sur la mise en place de la protection complémentaire aussi, ça a un impact si on est dans une catégorie ou dans l'autre. Alors, pour commencer sur le chapitre des revenus complétés par les sécurités sociales, il faut savoir déjà comment ça se calcule, le revenu qui est pris en compte. Parce que souvent, c'est le premier sujet, finalement, quel va être le revenu retenu pour calculer la valeur des indemnités journalières dans les caisses de sécu.
Si vous êtes un assimilé salarié, le revenu qui va être pris en compte, c'est les 3 derniers bulletins de salaire. Et dans une limite, à chaque fois, c'est limité en termes de montant, mais aussi derrière en termes de garantie, puisqu'il y a une indemnité journalière maxi, en fait. Et donc là, c'est 1,8 fois le SMIC mensuel. Donc vous vous rendez compte que pour des cadres, des fois, c'est faible. Et en fait, c'est vraiment tout le contrat de prévoyance qui va permettre la couverture du revenu à 100%, puisque la sécurité sociale va finalement non seulement pas distribuer la totalité du salaire, mais en plus va avoir une limite de revenus pour verser l'indemnité journalière, donc une limite de garantie. Donc les 3 derniers mois de salaire, ça sous-entend aussi qu'il faut qu'il y en ait un, parce que si vous ne vous rémunérez pas en assimilé salarié, par exemple en SAS ou SASU, U voulant dire unipersonnel, donc tout seul dans la société, et bien s'il n'y a pas de fiche de salaire, il ne peut pas y avoir du tout d'indemnité journalière versée par la sécurité sociale. Donc le premier déclencheur, c'est d'avoir une fiche de paye pour se rémunérer en SAS, SASU. Pour un travailleur indépendant, le revenu qui est pris en compte, c'est le revenu des 3 dernières années qui précèdent le début du congé ou de l'arrêt de travail. Et là aussi, c'est plafonné annuellement. Le revenu aussi a un revenu plancher. Donc, du coup, il y a une part du revenu qui échappe complètement à l'indemnisation peut-être de la sécurité sociale. Si bien sûr, vous êtes en arrêt avant, il y a des dispositifs qui permettent d'avoir une indemnité, et notamment une indemnité de base, puisque c'est un régime, même si on ne se rémunère pas en gérant de SARL, par exemple, sur le régime des travailleurs non salariés, il y a une indemnité journalière minimale parce qu'il y a toujours des cotisations sociales minimales dans ce régime. Donc, il y a une protection de base. C'est un peu comme si, en payant ces cotisations sociales minimales, vous aviez acheté finalement à la sécurité sociale une protection sociale de base. Et puis, il y a des spécificités, comme je vous le disais en préambule, sur le régime de la micro-entreprise, puisque pour calculer son revenu, eh bien, ce qui va pouvoir être pris en compte, c'est uniquement le chiffre d'affaires. Sauf qu'un chiffre d'affaires, étant donné que tout le monde a des charges, ça ne peut pas être un revenu. Et pour le micro-entrepreneur, il est calculé forfaitairement par les impôts. Et c'est ce que vous avez en dessous, en fonction de l'activité exercée. Ce qui va être retenu comme revenu, eh bien, c'est le pourcentage qui est indiqué donc, sur le diaporama que vous avez. Donc, si je prends par exemple quelqu'un qui fait de l'achat-revente, j'ai un dossier comme ça où quelqu'un va acheter des motos, revendre des motos, c'est ce qu'on appelle de l'achat-revente, et bien en fait son revenu va être seulement de 29% de son encaissement, donc de son chiffre d'affaires. Et c'est ça qui sera pris en compte comme revenu, comme base de revenu pour le versement, par exemple, des indemnités journalières à la sécurité sociale. Pour un travailleur indépendant, donc si ses revenus sont faibles, voire si ses revenus sont inexistants, il y a toujours des indemnités journalières qui sont prévues de base dans le régime. Donc c'est vraiment une sécurité pour cela. Et puis en plus, depuis cette année, il y a une prise en compte des périodes antérieures qui peuvent être faites par la sécurité sociale. Donc même s'il y avait une rupture dans les indemnisations, ils peuvent prendre en compte à la création des périodes antérieures. Mais sauf que là, il faudra faire une demande argumenté et avec des documents justificatifs de vos périodes antérieures auprès de la sécurité sociale. Donc, c'est plus difficile de vous donner des valeurs puisqu'il y a une démarche à faire pour faire la demande si vous n'étiez pas éligible d'emblée au versement d'indemnités journalières. Il y a un petit pavé sur la crise sanitaire parce que j'entendais ce matin que effectivement les taux à nouveau augmentaient malheureusement. Voilà. Sachez que ce soit d'ailleurs les compagnies d'assurance qui couvrent en complémentaire, mais aussi la sécurité sociale, il y a eu pas mal d'aménagements sur les périodes-là pour aider les travailleurs indépendants, par exemple en supprimant des franchises ou en améliorant les indemnisations pendant la crise sanitaire. Il y a eu aussi des prises en compte de revenus antérieurs, ça j'avais oublié de vous le dire. Par exemple, pendant les crises sanitaires, étant donné qu'il y a eu des exercices où les chiffres d'affaires étaient très faibles, eh bien, ils n'ont pas pris ces exercices-là en compte pour calculer la valeur de l'indemnité journalière, mais ils sont revenus sur les périodes, notamment 2019, avant crise, sur un chiffre d'affaires possible de faire avant la crise. Alors, sur le simulateur sur amélie.fr, en fait, vous avez des simulateurs. Donc, vous pouvez très bien aller simuler, si vous le souhaitez, la valeur des indemnités journalières que vous allez percevoir pour votre arrêt de travail. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller faire, que ce soit pour la maternité ou la paternité. Vous pouvez aller simuler la valeur de vos indemnités journalières. Même chose pour le conjoint collaborateur, puisque si vous avez un conjoint et qui vient travailler dans l'activité et qu'il a pris le statut de conjoint collaborateur, il va être aussi éligible à des indemnités journalières. Et donc, il peut aussi aller faire la simulation pour regarder ce qu'il aura. Et en cas d'adoption aussi, dans le cadre de la maternité ou de la paternité, il y a également des droits qui sont ouverts. Donc, on ne peut pas tout détailler sur un temps court de webinaire, mais n'hésitez pas après à venir vers nous
notamment le 25, vendredi, lors du salon en présentiel, pour nous poser vos questions plus précises, en fait, plus personnelles. Alors, allons un petit peu plus en profondeur et regardons déjà les droits qu'on peut percevoir dans le cadre d'un congé de maternité ou dans le cadre d'un congé de paternité et en fonction des 3 grands choix de statut. Le premier, c'est le régime du réel, gérant majoritaire, URL, entreprise individuelle, mais qui fait donc un bénéfice réel. La catégorie du milieu, c'est notre micro-entrepreneur et tout à droite, donc c'est la situation en SAS, SASU et en fait, c'est le système des salariés, donc c'est le système que vous pouviez connaître quand vous étiez salarié. La première chose, vous voyez la condition d'affiliation. Pour tout ce qui est prestations en espèces, que ce soit de la maternité, de la paternité, mais aussi des indemnités journalières, les droits ne sont pas automatiques comme la sécu de base, c'est-à-dire le médecin, le pharmacien, les remboursements classiques. Là, il faut constituer des droits pour avoir des droits. Et donc, il faut cotiser un certain temps et en fonction des caisses, ce n'est pas forcément toujours calculé tout à fait de la même manière. Dans tous les cas, là, vous pouvez voir qu'il faut au moins justifier de 10 mois d'affiliation dans les caisses pour percevoir un congé de maternité. Mais heureusement, les droits antérieurs peuvent être pris en compte, et notamment quand vous créez pendant votre maintien de droit à Pôle emploi, parce qu'il n'y a pas d'interruption dans les droits, puisqu'à Pôle emploi, quand vous êtes encore en maintien de droit pendant votre création, donc en même temps que la création, vous cotisez toujours socialement par votre Pôle emploi. Donc, ça permet de faire durer les droits et de ne pas avoir ce genre de conditions. Donc après, comment ça fonctionne? Vous pouvez voir une ligne qui s'appelle allocation de repos maternel. Donc là, c'est uniquement à destination du congé de maternité. Cette allocation de repos maternel, elle n'existe pas en SASU et elle n'existe donc pas pour les salariés. C'est bien une allocation qui est versée uniquement sous un statut de travailleur non salarié, qu'on soit au régime du réel, catégorie 1 du tableau, colonne 1, ou qu'on soit au régime de la micro-entreprise. Sauf qu'en micro-entreprise, vous voyez qu'elle peut être réduite à seulement 342,80 €. Pourquoi? Parce que si les revenus, donc comme on a vu tout à l'heure, calculés avec un pourcentage forfaitaire de charge, est inférieur à 4 093,20 € annuels, alors attention, vous ne pouvez pas vous référer à un revenu d'une année parce que c'est calculé sur 3 ans de revenus, les 4 093,20 €. En tout cas, si votre revenu mutualisé sur 3 ans sur l'année correspond bien à 4 093,20 €, vous êtes éligible à la totalité des 3 428 €. Dans le cas contraire, vous avez le droit seulement à 10% de cette somme. D'où l'importance, quand vous êtes en micro-entreprise et qu'il y a une maternité de prévue, mais ça sera la même chose pour l'indemnité journalière aussi en maternité ou paternité, eh bien, il faut faire très attention où vous en êtes dans vos déclarations de chiffre d'affaires encaissé parce que ça peut avoir une conséquence importante et j'aurais envie de dire grave sur votre maintien de droit ensuite pendant votre congé de maternité ou de paternité. En dessous de cette allocation de repos maternel, vous avez le droit à une indemnisation de la durée du congé de maternité. Que je sois en travailleur non salarié réel, en micro-entreprise ou en SAS, ma durée de congé de maternité est identique, 112 jours. Je ne l'ai pas détaillé là, mais il y a juste une petite clause supplémentaire sur les travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs, c'est qu'il y a obligation de s'arrêter 2 semaines avant l'accouchement minimum et 6 semaines après. Mais donc 8 semaines en tout encadrées. Mais c'est quand même bien 112 jours, comme chez les salariés, donc pas de gain, pas de plus, pas de moins. L'indemnité journalière, elle a une particularité chez les travailleurs non salariés, c'est qu'elle est forfaitaire. Au régime du réel, elle est automatique. Même un gérant qui ne se rémunérerait pas en SARL percevrait ses 56,35 € et son allocation de repos maternel parce qu'il verse des cotisations sociales minimales. S'il est en micro-entreprise, même chose, mais attention, il faut que son revenu soit supérieur à 4 093,20 € pour pouvoir percevoir la totalité des 56,35 €, sinon il n'aura que 10% de cette somme. Et puis, s'il est président de SAS et SASU, donc c'est le régime des salariés, donc c'est ce qui se pratique chez les salariés, il faut d'une part qu'il y ait une fiche de paye pour pouvoir percevoir une indemnisation et elle sera au maximum proportionnelle au revenu et dans la limite de 89,03 €. Donc, vous voyez que dans chaque cas, il y a bien un congé de maternité ou de paternité indemnisé. En paternité, la durée du congé, elle est identique qu'on soit en régime micro, en régime travailleur au réel ou qu'on soit en assimilé salarié, peu importe, c'est la même durée. L'indemnisation, eh bien, c'est la ligne indemnité journalière qui est versée au papa chef d'entreprise en paternité.
Donc voilà, chacun son fonctionnement avec quelques petites différences, d'où l'importance, quand je vous disais, de bien déjà savoir dans quelle catégorie de protection sociale vous êtes, parce qu'il y a des droits dans tous, mais ils sont un tout petit peu différents parfois. Autre sujet après la maternité et le congé de paternité, c'est l'arrêt de travail. Donc ça, c'est un sujet qui vous préoccupe pas toujours, mais finalement, en général, quand vous m'avez vu et entendu, il vous préoccupe plutôt parce que vous avez compris que, contrairement à ce qu'on pense bien souvent, la sécurité sociale ne nous couvre pas du tout à 100% et dès le premier jour. En plus, en Alsace-Moselle, hein, ce qui est le territoire où nous sommes peut-être tous là qui sommes ici présents et vous derrière l'écran, en Alsace-Moselle, les employeurs sont tenus de garantir dès le premier jour le salaire à 100%. Donc ça nous fausse la donne et on a l'impression que effectivement on est super bien couvert quand on est salarié, alors que si on va regarder colonne 3, président de SAS, de SASU, et donc c'est ce qui s'applique aux salariés, on se rend compte que déjà il faut qu'ils aient fait au minimum 150 heures pour déclencher des droits. Donc comme tout à l'heure, sauf si vous créez pendant votre maintien de droit Pôle emploi, et dans certains cas des périodes antérieures peuvent être prises en compte, mais sinon il y a bien une condition d'avoir cotisé pour avoir des droits. Et ensuite on se rend compte que il y a 3 jours de carence par la Sécu, que le maintien de droit au premier jour, c'est une obligation de l'employeur. Donc, si vous vous mettez en SAS, c'est vous qui allez vous verser les 3 premiers jours finalement et pas la Sécu. Donc, ça vous coûte à vous. Et puis derrière, en fait, la Sécu, son engagement, c'est de vous verser seulement 50% du revenu et limité à 49,68 € par jour. Donc, c'est non seulement que 50%, mais limité à 49,68 €. Mais les salariés, ils ont la chance que les syndicats ont négocié dans le cadre des conventions collectives des contrats de prévoyance complémentaire. Et quand ils arrivent dans une entreprise, ils sont automatiquement inscrits dans ce contrat de prévoyance sans même remplir un questionnaire médical, donc quel que soit leur état de santé. Et du coup, entre le régime local, l'employeur qui est obligé de maintenir à 100% et le contrat de prévoyance, ils sont toujours couverts à 100%. Et du coup, on ne s'intéresse pas trop au sujet de la prévoyance quand on est salarié et on découvre finalement ce que fait la Sécu le jour où, comme vous, on se retrouve à créer une entreprise et que ce coup, on se dit « Ah mince, non, finalement, les salariés sont pas mieux couverts que les travailleurs indépendants, contrairement à ce que je pensais, par la sécurité sociale. » Puisque si on revient cette fois chez le travailleur indépendant au régime réel ou le micro-entrepreneur, on se rend compte qu'il y a aussi un temps d'affiliation, donc un temps de cotisation pour percevoir des droits. On se rend compte qu'il y a 3 jours de carence comme à la Sécu. On se rend compte qu'au mieux, on a indemnisé qu'à 50% de son revenu également. Et puis, on se rend compte aussi qu'on a une indemnité journalière maxi. Donc là, elle est un peu plus forte. Elle est jusqu'à 56,35 € par jour chez les régimes indépendants. Il y a une indemnité minimum chez le régime du réel, puisqu'il y a des cotisations sociales minimales toujours qui sont versées, qui est à 22,54 € par jour. Donc, je suis gérant majoritaire de ma société. Je ne me rémunère pas. Je suis en arrêt de travail. Après 3 jours de carence, je perçois par la sécurité sociale 22,54 €. Ce qui n'arrive pas, par exemple, chez l'assimilé salarié qui, s'il ne se rémunère pas, il perçoit aucune indemnité journalière par la sécurité sociale. Ça pourrait être plus grave en cas d'invalidité. Chez notre micro-entrepreneur, on retrouve la même condition que tout à l'heure sur le congé de maternité. Il faut au moins que son revenu soit égal à 4 093,20 € annuel pour pouvoir percevoir une première indemnité journalière égale à 50% de ça, finalement, et donc qui va correspondre à 5,61 € par jour. Mais attention, là aussi, chez le micro-entrepreneur, en indemnité journalière, ça pourrait être 0. Alors, au niveau des délais de carence, il faut savoir qu'ils s'appliquent qu'au premier arrêt de travail. Si vous aviez une prolongation d'arrêt de travail, le délai de carence de 3 jours, là, ne s'applique plus pour le même arrêt de travail. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui se demandent pourquoi l'arrêt de travail ne pas jusqu'au dimanche, parce qu'ils se disent, je ne travaille pas le samedi, dimanche, donc quelle est l'importance d'avoir un arrêt de travail? C'est pour éviter finalement cette rupture entre l'arrêt initial et l'arrêt prolongé, et que vous ayez, s'il y avait cette rupture, le lundi, si vous deviez retourner chez le médecin et prolonger votre arrêt, ça serait un nouvel arrêt de travail, donc vous reprendriez les 3 jours de carence. Ces délais-là et ces contraintes aussi, elles sont interrompues par les affections de longue durée. En cas d'une affection de longue durée, on est souvent contraint d'avoir des périodes de travail et des périodes où on ne travaille plus et on reprend. Pour tout ce qui va concerner l'arrêt de travail de l'affection de longue durée, d'une part, la carence ne s'appliquera plus à chaque nouvel arrêt. Pourtant, il y aura eu reprise, arrêt, reprise, mais en plus, ça ne sera pas limité dans le temps puisque de façon générale, on bénéficie tous de 360 indemnités journalières sécu par période de 3 ans
sauf si on est en ALD justement, où là, cette durée n'est pas limitée, c'est-à-dire qu'on peut bien avoir 1095 jours en ALD d'indemnisés par la Sécu sur 3 ans. Mais si ce n'est pas une ALD, ben on bénéficie que de 360 indemnités journalières par période de 3 ans. Donc, si je me casse 10 000 fois mon bras, ben à un moment donné, j'aurais peut-être épuisé mes 360 indemnités journalières et il se peut que sur 3 ans, ben, j'ai plus d'indemnité Sécu en fait. Hein. Ça aussi, on l'ignore, mais effectivement, ça pourrait arriver. Bon, il faudrait quand même déjà y aller pour, hors affection de longue durée, avoir 360 jours d'indemnisation, mais ça arrive sans doute à la sécurité sociale à des personnes. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sachez que c'est automatique en cotisation chez les salariés. Ils n'ont pas le choix, ils y cotisent de façon obligatoire. Chez le travailleur indépendant et chez le micro-entrepreneur, c'est une option. Donc, si vous voulez la reprendre, il faut la prendre à la Sécu. Il y a un formulaire spécifique que vous pouvez aller télécharger depuis votre compte Amélie. Et donc, depuis le compte Amélie, vous demandez à souscrire l'option accident du travail, maladie professionnelle. L'intérêt, c'est que ça augmente un peu la prise en charge de 50% du revenu. Et puis, ça améliore aussi la prise en charge s'il y avait une invalidité malheureusement derrière. Je vous donne un exemple d'indemnité versée par quelqu'un qui va être en arrêt maladie. Donc là, on a pris l'exemple de Marie qui s'indemnise, qui se verse une rémunération de 1 800 € par mois. Elle va être en arrêt de travail donc sur 11 jours, ce qui va représenter pour elle 650 € de revenus sur la période, donc qui pourrait être perdu potentiellement. Mais heureusement, elle va être indemnisée par la sécurité sociale. Alors, je vous passe un petit peu tout le détail du tableau, mais effectivement, je vous ai fait le calcul pendant qu'on discute, vous pouvez le consulter. Donc, on part du salaire journalier, en fait, pour calculer effectivement ce qu'elle va pouvoir percevoir. Donc là, du coup, on arrive à un salaire journalier de 59,18 €. Le montant de son indemnité journalière brute va être égal à la moitié de ces 59,18 €. Elle va donc recevoir une indemnité journalière qui en plus va être réduite puisqu'elle va être ponctionnée de CSG, CRDS. Et en fait, le total de ces indemnités journalières perçues par la Sécu va être de 220,88 €, quand en fait sur 11 jours, si on prenait par rapport à son revenu mensuel, elle perd en fait 650,98 €. Donc, je pense qu'avec ça, vous vous rendez bien compte qu'il y a un souci pour Marie. Et là, elle n'a eu que 11 jours d'arrêt. Donc, si son arrêt avait été encore plus long, bah, vous imaginez la perte de revenus au fur et à mesure qui peut s'accumuler, qui n'est pas indemnisée par la sécurité sociale, en fait. Si elle avait pris, je viens juste en dessous, si elle avait pris aussi un congé de la maternité, elle aurait été éligible à une indemnité journalière de 43,62 € par rapport à son salaire de 1 800 € en assimilé salarié, et elle aurait eu ses 56,35 € par jour si elle avait été en travailleur non salarié, plus son allocation de repos maternel qui n'existe que chez les travailleurs non salariés. Alors, comment je protège mes revenus? Donc ça, jusqu'à maintenant, théoriquement, c'est votre employeur précédent qui s'est occupé, souvent avec les syndicats, le CE, de mettre en place ces contrats de prévoyance. Ils sont la plupart du temps conventionnels, c'est-à-dire que les garanties sont décrites dans la convention collective et il y a même des organismes qui sont présentés, des mutuelles ou des assureurs, pour garantir le risque. Donc, le travail finalement de l'employeur, il n'est pas très important. Vous, à votre niveau, en fait, c'est page blanche. Donc, vous allez aller chercher complètement votre contrat de maintien de revenus et vous allez vous retrouver face à des choix à faire. Dans ces choix, on va en trouver plusieurs. Choisir si j'indemnise la totalité de mon revenu ou qu'une partie. Après tout, on peut très bien se dire, pour vivre, j'aurais besoin surtout de ça. Et pour ne pas payer trop cher de cotisation, je ne prends pas la totalité du revenu, je prends une part du revenu en assurance. C'est tout à fait possible. On ne peut pas prendre un contrat qui nous garantit plus que notre niveau de vie, mais on peut très bien prendre un contrat qui nous garantit moins que notre niveau de vie habituel. En création, on est souvent embêté parce que on a un prévisionnel, mais on ne sait pas trop si on va aller jusque-là. Donc souvent, vous arrivez un petit peu en nous disant, oui, mais je ne sais pas si finalement, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc là, on part de barème effectivement créateur, en fait, pour quand même vous mettre une prise en charge dès le départ, mais ce n'est pas non plus toujours possible. Donc là, on va prendre un exemple, on va prendre Madame Pain d'Épices, qui est traiteur, qui est née en 1992, qui a un revenu de 24 000 €. Donc c'est ce qu'on appelle la base de revenus, en fait la base de garantie. Et elle hésite entre se mettre en EURL, donc en entreprise toute seule, en fait, en société, EURL, donc travailleur non salarié, ou de choisir la forme de la SASU,
société par action simplifiée unipersonnelle, donc toute seule. Donc, elle hésite entre l'un ou l'autre. Et donc, du coup, là, on va lui mettre en place une protection pour garantir son revenu. Donc là, on a fait le choix de l'option 1. Donc, on lui garantit 20 000 euros de revenus, en fait, de capital d'essai, pardon. Ce capital d'essai, on lui a pris une option qui lui permettait de doubler en cas d'accident et d'avoir un triple effet en cas de décès à toute cause, décès accidentel toute cause. Elle a de l'autre côté sur le tableau de droite une franchise en cas d'arrêt maladie qui est de 0 jours en accident, hospitalisation et de 15 jours en maladie. Mais du coup, avec le tableau, vous pouvez voir qu'elle aurait pu prendre une franchise plus courte. Bien évidemment, ça lui aurait fait une cotisation plus importante. Elle a bien sûr derrière une couverture en cas d'invalidité qui se poursuit en bas du tableau et qui lui permet d'être indemnisée jusqu'à l'âge de la retraite. La page suivante. Et donc, du coup, en fait, ce contrat-là, si vous regardez, vous avez en bas la cotisation qui s'affiche. Elle va avoir une cotisation de 33,50 € par mois pour son contrat. Et avec ces 33,50 € par mois, elle a couvert du capital en cas de décès, donc sa famille, et elle a couvert également son incapacité de travail et son invalidité pour une indemnité qui correspond donc au montant du revenu qu'elle nous a demandé. Donc, sur les 33,55 €, si elle s'est mise en micro-entreprise, ben, elle ne va pas avoir d'avantages fiscaux. Par contre, si elle s'est mise sur une autre forme, notamment le URL, elle va pouvoir défiscaliser 90 % du coût de la cotisation. Donc, quand je dis défiscaliser, c'est de ses revenus imposables. Si par contre, elle opte pour une SASU, le contrat va être fait d'une autre manière. Il va être fait depuis la fiche de paye, mais il faut que la fiche de paye existe. C'est pour ça que je conseille souvent aux personnes qui démarrent leur entreprise, non pas d'attendre la fin de Pôle emploi, etc. pour se rémunérer, mais dès qu'elles peuvent sortir une petite rémunération, de la mettre en œuvre pour qu'on puisse indexer tout de suite dessus un contrat de prévoyance qui permettra de passer le questionnaire médical et de ensuite être tranquille, quoi qu'il arrive, d'avoir un contrat qui permettra l'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite. Et donc là, en fait, on va faire toutes ces garanties, la même chose, un capital d'essai, incapacité de travail, invalidité, mais tout va être indexé sur le salaire brut, donc en pourcentage du salaire brut. Donc, si on va tout de suite sur le deuxième tableau, eh bien, on voit qu'en fait, pardon, juste avant la page d'avant, merci, on voit qu'en fait, elle va avoir une indemnité journalière égale à 80 % du salaire brut. Étant donné qu'on a plus de 20 % de charges salariales, ça correspond bien à 100 % finalement de son revenu habituel net. Et ce revenu-là, elle va donc pouvoir, si malheureusement après une incapacité de travail, elle est en invalidité, ben, elle va garder ce niveau de rémunération jusqu'à l'âge où elle va liquider ses pensions retraite. Donc en fait, elle a une garantie de revenu finalement à vie. Malheureusement, tous ces contrats-là, vous allez les souscrire souvent tout seul ou avec un associé ou un salarié, mais en tout cas pas à un collège suffisamment grand pour qu'on puisse mutualiser les risques, et vous allez devoir remplir un questionnaire médical. D'où l'importance de le valider très très vite, mais également aussi de toujours faire attention avant de dénoncer un contrat comme celui-ci, et bien de vérifier si vous êtes éligible au nouveau contrat. On ne le fera jamais. Nous, par exemple, vous venez nous voir, vous voulez un tarif, etc., et vous êtes déjà assuré. La première chose qu'on fera, c'est d'aller passer votre questionnaire médical au médecin conseil pour vérifier que vous pouvez souscrire le contrat avant que vous dénonciez votre précédent contrat. Donc, c'est toujours très, très important parce que contrairement à ce que vous appelez la mutuelle, à la partie complémentaire santé qui rembourse les médecins, les pharmaciens, il n'y a pas de questionnaires médicaux. Sur tous les contrats maintien de revenus, capitaux d'essai, invalidité, il y aura un questionnaire médical et donc il faut s'assurer déjà de la prise en charge. Donc, alors, pardon, ce contrat-là, vous voyez qu'en fait, si je reprenais par rapport au salaire de Madame Pain d'Épices, et ben en fait, sa cotisation, on peut passer la page suivante, sa cotisation par mois, elle va être de 30 €. Donc, on se rend compte qu'elle ait fait un contrat en travailleur non salarié en EURL ou qu'elle ait fait un contrat en assimilé salarié finalement en pourcentage du salaire. Si je vous remets sa cotisation en euros, ben, finalement, elles sont très, très proches, même budget. Donc, ça n'a pas d'importance sur la protection sociale, qu'on ait un statut ou qu'on ait l'autre. Elle est nécessaire puisque dans les deux cas, on sera qu'à 50 % de notre revenu après 3 jours de carence. Et dans les deux cas, il faudra remettre en place une prévoyance complémentaire. Donc, il ne faut pas vous dire que sous assimilé salarié, vous serez mieux couvert. Vous devrez remettre en place les mêmes protections complémentaires que les salariés ont ou que les travailleurs non salariés devront mettre en place.
Donc, je sais bien que c'est parfois difficile et qu'on se pose beaucoup de questions sur les choix de statut juridique. On est là pour vous aider. Venez à notre rencontre. Je serai sur le salon de vendredi. Quand on vous a en individuel, on peut suivre effectivement les choses avec vous individuellement et c'est beaucoup plus facile. Donc, je vous propose de maintenant de répondre à vos questions. Si vous en avez, c'est le moment de les poser via le chat et je vais répondre déjà à ce qui a été posé jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Karine. Merci. Effectivement, la protection sociale, c'est pas toujours un sujet qui est évident. Et bien sûr, le mieux, c'est de rencontrer des professionnels tels que vous pour vraiment faire le point un petit peu sur ces fameux sujets. Alors, moi, j'ai une petite question, Karine. À un moment, on parlait de conditions d'affiliation. Pour pouvoir voilà, avoir ces fameuses indemnités journalières ou maternité ou paternité, comme tu en parlais. Alors, je me pose la question, si je suis un jeune qui n'a jamais cotisé au régime de sécurité sociale et qui aujourd'hui veut créer sa propre entreprise, alors quels sont du coup les droits qu'il va pouvoir avoir en termes de paternité ou même maternité pour une jeune femme ou indemnité journalière? Alors là, on est dans le cas typique de l'importance, ou pas, mais en tout cas, voilà, du choix de statut juridique. Si effectivement le choix de statut juridique a été la micro-entreprise, c'est quand même un statut qui est quand même souvent choisi par rapport à la facilité, etc. Mais c'est pas toujours celui qu'on conseillerait tous s'il y avait un accompagnement au préalable. Mais en tout cas, voilà. S'il est en micro-entreprise et qu'il a été par exemple étudiant avant, c'est-à-dire qu'il n'a pas constitué de droit, donc il n'y a pas de maintien de droit à Pôle emploi ou qu'on n'a pas possibilité d'aller rechercher par des anciens droits, en fait, tant qu'il n'aura pas cotisé un an, il ne pourra pas percevoir de droits. Donc là, j'ai envie de dire, même encore plus important, d'avoir pris une prévoyance complémentaire, parce que là, par contre, on peut la faire et elle permettra d'indemniser finalement 100% de la perte d'emploi, de la perte de revenus subie. Donc, ça dépend aussi à chaque fois, en fait, du statut juridique qui a été choisi. Si le statut juridique qui a été choisi, c'est le régime travailleur non salarié, la même chose s'il n'a pas cotisé suffisamment longtemps avant, donc notamment le cas d'un jeune qui crée à la fin de ses études, pas de droit en fait constitué, il doit aussi attendre un an pour constituer des droits et donc avoir le droit aux indemnités journalières. Et c'est un petit peu moins long sur la SAS et SASU, donc peut-être que bon, voilà, ça pourrait être un déterminant de choix de statut juridique, mais bon, moi, je le verrais pas comme ça. Mais effectivement, c'est un peu moins long pour obtenir des droits, donc on pourrait se dire, bon, dans ce cas-là, j'opte pour ce statut-là, mais il faut jamais voir un statut juridique à court terme, il faut le voir à long terme, parce qu'il y a plein de conséquences autres sur un choix de statut juridique et notamment financière, coût des statuts, coût de la gestion ensuite par rapport au choix de statut chez fiscal et social, mais aussi chez l'expert comptable. Donc, il ne faut pas voir que sur un élément, en fait, un choix de statut juridique, mais il y en a plusieurs qui rentrent en ligne de compte. Merci, Karine. Une petite question également. Voilà, on dit qu'il y a certaines activités qui sont dites à risque. Des activités qui sont un peu plus compliquées que d'autres, des fois dans le bâtiment ou autre. Est-ce que les contrats à ce moment-là sont adaptés en fonction de l'activité? Alors, au niveau de la sécurité sociale, il y a ce qui est accident du travail ou maladie professionnelle, qui est automatique en SAS et SASU en cotisation et qui sera sur option, je le rappelle, donc c'est possible sur les autres régimes. Donc ça concerne la sécurité sociale et qui va effectivement permettre une prise en charge améliorée au niveau de la sécurité sociale si c'est accident du travail ou maladie professionnelle. Au niveau des contrats qui vont être mis en place, là aussi, ça dépend du type de contrat. Si on est sur des travailleurs non salariés, à la création du contrat, le risque professionnel sera pris en compte dans la tarification du contrat. Donc, effectivement, un peintre, par exemple, en bâtiment qui monte à 8 mètres de hauteur en extérieur pour peindre un bâtiment, il a beaucoup plus de risques qu'une secrétaire administrative, par exemple. Et donc, forcément, il y a une classe de risque différente, donc une tarification du contrat différent. Mais ce n'est pas pour ça qu'après, il a une meilleure ou une moins bonne indemnisation. Il aura l'indemnisation fonction du montant de revenus sur lequel on a basé tout le contrat. Donc ça ne changera pas. Sur la SAS, la SASU, là, on va se rapprocher soit du 1,50 tranche A des cadres, qui est une obligation réglementaire de couverture en France en prévoyance de tous les cadres. Donc, c'est souvent ce qui est proposé, c'est-à-dire de rattraper la couverture des cadres. Le 1,50 tranche A, c'est un taux de cotisation sur le salaire de la personne et qui permet d'intégrer dedans différentes garanties.
en fonction de la convention collective, et notamment souvent du risque lié au métier lié à la convention collective, certaines conventions collectives améliorent des prises en charge pour ce qui est accident finalement du travail ou maladie professionnelle. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc pareil, c'est vraiment à chaque fois une étude spécifique. Donc chacun a besoin de son étude en fait, hein. Chaque cas est particulier. Donc, si je comprends bien, Karine, il faut absolument te rencontrer pour faire un petit peu le point sur ces choses-là. Parlons un petit peu aussi des personnes qui sont en ALD. Hein. On peut avoir justement des entrepreneurs qui étaient en ALD et qui continuent à être en ALD tout en ayant créé leur entreprise. Est-ce que justement leur couverture va être identique s'il y a ce fameux changement de statut? Alors, au niveau de la sécurité sociale, et c'est là où c'est toujours important de le rappeler, c'est que la sécurité sociale est sans sélection médicale. Donc, on est sûr, en tout cas, une fois que nos droits sont ouverts, d'être éligible aux indemnités journalières, aux rentes en cas d'invalidité, à la sécurité sociale. Encore faut-il avoir des droits ouverts, hein, donc avoir passé les conditions de durée de démarrage, et puis d'avoir suffisamment de revenus, comme par exemple en micro, ou de se verser une rémunération en SAS. Mais on va dire que si toutes ces conditions-là sont remplies, eh ben, on est éligible sans questionnaire médical à la sécurité sociale. Donc, en soi, ça pose aucune difficulté qu'il y ait un problème de santé antérieur pour percevoir des indemnités journalières quand on crée son entreprise. Pour les contrats complémentaires, là, c'est au libre arbitrage en fait de la compagnie d'assurance. Donc, forcément, il y a un questionnaire médical et forcément, en fonction de la situation de santé, il peut y avoir des refus. Mais ça peut être aussi d'autres réponses. Là, ça peut être une réponse de majoration de cotisation. L'assureur considère que le risque est plus élevé et donc il majore le coût du contrat. Mais il peut aussi faire autre chose. Au lieu de faire une majoration, il peut dire j'exclus un problème de santé, c'est-à-dire qu'il va couvrir tout le reste, le bras cassé, le rhume, l'angine, j'en sais rien. Mais par contre, il ne couvrira pas le problème lié à l'ALD qui est déjà existante avant l'origine du contrat. Et donc ça, malheureusement, il sera trop tard pour la couvrir. D'où l'importance, c'est ce que je vous explique, de ne pas tarder pour la mise en place de ce contrat-là, parce que changer de contrat de mutuelle pour le remboursement du médecin, du pharmacien, etc., c'est vraiment très facile, ça pose aucun problème, il n'y a pas de questionnaire médical dessus, etc. Par contre, un contrat maintien du revenu en cas d'arrêt de travail, c'est un peu l'urgence, parce que si vous arrive un souci, on peut être vraiment en difficulté de vous mettre une protection revenu en place, ou alors elle risque d'être grévée de garantie ou d'être plus chère qu'elle aurait pu l'être dès le départ. Donc, prenez ce sujet à corps, faites faire vos devis, prenez vos décisions après en étant averti sur la thématique. Encore une petite question, Karine. Quand on met en place un contrat de prévoyance, on est sur est-ce qu'on a une durée qui est limitée? Est-ce qu'on peut modifier son contrat de prévoyance au fil de l'eau? Alors, c'est souvent le cas parce que quand on démarre, on n'a pas forcément le même revenu que plus tard. Donc, on peut toujours demander effectivement à modifier son contrat, soit ajouter des rentes. Par exemple, j'avais pas d'enfants, j'ai des enfants, j'ai envie d'ajouter une rente conjoint. Mon conjoint arrête de travailler pour élever les enfants, j'ai envie de lui mettre pardon, je disais, j'ai des enfants, donc je mets une rente éducation en place pour les enfants qui permet de leur offrir un capital, malheureusement, si je venais à décéder, pour qu'ils terminent leurs études dans de bonnes conditions. Et puis, admettons, mon conjoint arrête de travailler, je peux mettre en place une nouvelle disposition, une rente conjointe dans le contrat. Donc ça, c'est des ajouts, par exemple, dans le contrat. Mais ça peut être moi aussi, augmenter, par exemple, mon contrat parce que mes revenus ont augmenté, donc je veux l'augmenter, ou mettre plus de capital d'essai dedans parce que je suis charge de famille et quand j'ai démarré, je ne l'étais pas. Tout ça, c'est des augmentations de garantie. L'assureur, quand on fait une augmentation de garantie, il se dit attention, il y a peut-être un problème de santé, il faut que je le vérifie avant d'accepter l'augmentation de garantie. Et donc, il faudra repasser par un questionnaire médical et soit il validera tel quel l'augmentation de garantie, soit il mettra une réserve et ça peut être un refus. Et dans ce cas-là, on reste toujours dans le niveau qu'on était, bien sûr, qui ne disparaît pas, mais il n'accepte pas une augmentation du contrat. Donc ça, c'est tous des sujets, effectivement, il faut être très attentif parce que avant d'aller vers une offre peut-être plus alléchante, il faut toujours bien vérifier qu'on va être accepté médicalement. On a la possibilité de le faire, c'est-à-dire de présenter votre questionnaire médical avant de présenter votre adhésion, bien sûr avec un devis pour que l'assureur sache ce qu'il va devoir prendre en charge, mais en tout cas de passer le questionnaire médical par anticipation avant que vous ayez à dénoncer un contrat pour être sûr que vous trouvez un contrat qui vous accepte si vous voulez changer d'assureur parce qu'il ne vous plaît pas ou parce qu'il est trop cher ou parce que voilà, donc ça c'est toujours des choses à vérifier. Quand quelqu'un est vraiment pas éligible, qu'on n'arrive vraiment pas à lui mettre en place de garantie
classiques comme celle des salariés, c'est-à-dire une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail, une rente en cas d'invalidité, et à ça sera toujours associé du capital d'essai, vous n'aurez pas le choix, c'est associé au contrat. Si on n'arrive pas à faire ça pour des raisons médicales, on a quand même des possibilités d'aller trouver des petites garanties qui vont être sans questionnaire médical. Ça ne sera pas la même chose, ça ne sera pas aussi bien, je ne vais pas vous faire rêver, c'est vrai, mais on a quand même moyen d'aller chercher des protections. Par exemple, en mettant en place une indemnité hospitalière qui va couvrir au moins pendant tout le temps où vous êtes à l'hôpital, et c'est quand même souvent la période qui est la plus embêtante pour vous quand on est à son compte, et bien de verser une indemnité pendant cette période-là. On peut aussi aller chercher des contrats qui s'appellent garantie accident de la vie. Donc, c'est plus des contrats qu'on fait d'habitude pour du particulier, mais quand on est face à quelqu'un à son compte qui n'arrive pas à prendre de prévoyance classique, et bien on peut aller chercher des contrats comme ça. Donc ça, c'est en challengeant les choses avec votre interlocuteur, en discutant, en échangeant sur les sujets, qu'on arrive à trouver la meilleure des solutions pour vous en fonction de la situation qu'on ne peut pas changer, qui est la vôtre. Et c'est comme ça, donc on essaye de trouver les meilleures choses pour vous, en fait. On a des porteurs de projets souvent qui sont dans la situation de salariés et qui souhaitent exercer une activité complémentaire en indépendant. Qu'est-ce qu'il en est à ce moment-là? Est-ce qu'ils ont besoin aussi de réfléchir à cette notion de prévoyance dans le cadre de leur activité d'indépendant? Ça dépend, Carole, en fait, de si ce revenu qui est généré par la nouvelle activité est vraiment considéré dans la famille comme un revenu à part entière, du type il paye la cantine des enfants ou il paye le loyer. Si c'est un revenu qui fait ça et que ce n'est pas simplement pour s'offrir des vacances, je vous le fais pour schématiser, et donc on en a véritablement besoin pour vivre au quotidien, il va falloir l'assurer de la même manière parce que sinon, s'il disparaît parce qu'on ne peut pas être à la fois à l'hôpital et à la fois en train de développer son chiffre d'affaires, il va manquer pour payer vos charges en fait. Donc là, il faudra l'assurer. La partie de salaire, bien sûr, est assurée, donc la partie revenu salarié, elle est assurée comme d'habitude, c'est-à-dire maintien à la Sécu avec 50% après 3 jours de carence, 50% du revenu, et il y a souvent un contrat de prévoyance complémentaire fait chez l'employeur, donc ce revenu-là, il est complété à 100%. Je vous parle de l'autre partie de revenu. Si jamais vous ne faites pas quelque chose, elle peut venir à manquer. Et donc là, oui, effectivement, on ne peut pas baisser son niveau de vie, c'est compliqué, parce que effectivement, l'activité salariée plus l'activité d'indépendant, ça va faire 2 revenus et à un moment donné, le niveau de vie, c'est ces 2 revenus-là. Donc, si vous n'êtes pas en capacité d'aller faire votre chiffre d'affaires, il faut que ces 2 revenus-là soient bien complétés à 100%. Et donc, il faut bien mettre en place les mécanismes qui vont permettre d'avoir bien 100% des 2 revenus qui sont couverts en cas d'arrêt maladie. Merci beaucoup, Karine. Merci pour cette présentation qui était claire et bien détaillée. Alors, de toute façon, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à vous rendre vendredi sur le Salon Go en présentiel, 5 boulevard de la Défense, dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Vous y retrouverez Karine, qui a son stand et qui sera là justement pour répondre à l'ensemble de vos questions, de discuter avec elle, d'échanger justement avec elle, et puis pourquoi pas aussi après de la rencontrer en dehors du salon. Voilà, elle sera vraiment à votre disposition. C'est un partenaire essentiel dans le cadre de votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Eh bien, écoutez, voilà, nous vous remercions tous pour votre participation à cette visioconférence. On arrive justement au terme de ce webinaire. Alors, bien sûr, vous pouvez le retrouver vous pourrez retrouver cette visioconférence sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA en replay à compter de lundi. Et puis, n'oubliez surtout pas que le Salon Go n'est pas fini. On n'est qu'au 3e jour de ce salon et que vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. Bien sûr, vous rencontrerez l'ensemble des intervenants en présentiel, alors Karine et d'autres intervenants. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux le vendredi 25 novembre dans les locaux de la CMA au 5 boulevard de la Défense. On sera très heureux de vous accueillir. Regardez un petit peu le programme du salon sur www.salon-go.fr. Et puis sinon, il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon. Merci à tous. Au revoir.